Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, déambulation sur un pont tendu entre les cultures. Sorti de terre en 1987, l'Institut du monde arabe partage ses richesses dans Tous au musée. Des bijoux structurés quasi architecturaux, des pierres aux reflets profonds, Claire Saint-Guilhem sublime ce que la nature donne. C'est notre invité du jour. Lignes épurées et couleurs tranchées, le minimalisme s'impose sur les podiums. Retour sur cette tendance tout en style. Lucie Touré est brodeuse de papier. Oui, vous avez bien entendu. Elle plie, coupe et tisse ce matériau fragile et poétique. Avant de rencontrer Claire Kennardel, la joaillière, tout de suite le point de vue. En 1855, le peintre Gustave Courbet réalise l'œuvre L'Atelier du peintre. Il y représente ici des personnes de son entourage, comme l'écrivain Charles Baudelaire, ici à droite, assis en train de lire. Mais voyez-vous cette figure quasi fantomatique qui semble se dresser à ses côtés ? Eh bien, ce n'est pas une hallucination, mais bien une femme, probablement Jeanne Duval, sa maîtresse, dont la silhouette fut effacée à la demande de l'écrivain après une violente dispute. Une manière artistique de faire disparaître ses ex. L'art de la photographie a su par tout temps raconter des histoires de vie et de voyage. Fred Boissonnat, photographe portraitiste, voit le cours de sa vie changer lors d'un voyage en Grèce. Dans Fred Boissonnat et la Méditerranée, une odyssée photographique, l'autrice revient sur ce voyage initiatique ponctué de lieux homériques et bibliques où l'artiste a su saisir l'essence de ses rencontres. C'est à travers de nombreux clichés qu'il raconte un monde onirique, teinté de mythologie, un voyage intérieur. Jean Prouvé est une figure française incontournable du design et de l'architecture du XXe siècle. Il a notamment marqué l'histoire par des réalisations comme la table Flavigny, qui fait entrer le style industriel dans les intérieurs. Bien ancrée dans le sol avec ses 4 pieds structurés et massifs, elle n'est pas sans rappeler la célébrissime chaise standard. Le piétement métallique et le plateau en bois font écho à son amour pour ces matériaux qu'il a souhaité industrialiser, intemporels. Derrière une architecture intrigante entre culture arabe et occidentale se cache l'IMA, un musée qui met en avant la pluralité culturelle à travers l'art. C'est un monde où on a toujours eu le plaisir, l'envie à la fois de vivre et de partager. Et c'est ce que nous montre justement l'ensemble des collections. C'est un tremplin pour s'oublier soi et justement aller à la rencontre de l'autre. Au bord de la Seine, l'Institut du monde arabe dresse des ponts entre les continents. On le reconnaît bien avec son architecture signée Jean Nouvel et ses 240 moucharabbiers, de véritables filtres lumineux au look traditionnel. Inauguré en 1987, son musée présente des pièces d'archéologie, des objets du quotidien, d'hier et d'aujourd'hui, et de l'art contemporain issus de ce vaste univers. Une invitation au voyage et une volonté de déconstruire les idées reçues. Il y a une relation constante avec la vie et comment finalement, avec peu de choses, arriver à créer de la beauté. De la beauté et des croyances. Le monde arabe, c'est déjà le berceau de 3 religions monothéistes. L'islam, le christianisme et le judaïsme. Des religions écrites dont les livres se succèdent ici. L'idée est d'abord de rappeler leurs racines partagées. C'est une des missions de l'Institut, me semble-t-il, de rappeler que justement, dans le monde arabe, il y a toujours eu pluralité. Pluralité des croyances, pluralité des cultures, et cette coexistence, c'est ce qui a aussi forgé le monde arabe dans toute son histoire. Entre ces murs, la scénographie ne laisse rien au hasard. Au fil des vitrines transparentes, les objets traditionnels semblent flotter, comme sortis de leur sommeil muséal. Et la disposition des vitrines elles-mêmes est chargée de sens. Dans cet espace, nous proposons aux visiteurs de déambuler au sein d'une ville arabe métaphorique, en quelque sorte, qui se caractérise par un urbanisme particulier, c'est-à-dire fait de chicanes et d'enchevêtrements. C'est une invitation à découvrir au détour de chacune des vitrines ce qui fait les fonctions de la ville arabe, comme lieu de pouvoir, lieu de savoir, lieu de production et d'échange, et bien sûr lieu de vie dans l'intimité des familles.
cœur de cette cité de verre, un espace célèbre le riche apport scientifique de cette région du monde. Nous avons mis en exergue quelques disciplines qui ont fait l'âge d'or des sciences arabes. Pourquoi on parle de sciences arabes? C'est parce que ces sciences s'exprimaient, s'écrivaient avec la langue arabe qui était l'équivalent de ce qu'a été le latin à un moment parmi les intellectuels européens. Les mathématiques, la médecine ou l'astronomie se dévoilent dans ces vitrines. Et pour cette discipline, ces anciens astrolabes interpellent le visiteur par leur technologie et par leur beauté. Ce sont aussi des objets qui ont une grande valeur esthétique, c'est-à-dire que dans le monde arabe et musulman, la fonction ne va jamais prendre le pas sur le rendu, sur la beauté de l'objet. Les deux vont de pair. À travers les espaces thématiques, archéologie, artisanat et art contemporain se répondent. Comme dans cet espace consacré au corps et à la tradition du hammam. L'œuvre de la photographe Tania Abjouka partage sa vitrine avec une parure de bain ottomane du XVIIIe siècle. Visuellement, ça permet de bien faire comprendre les choses. On n'a pas besoin de surajouter de l'explication. Le choc visuel doit provoquer à la fois le questionnement et faire percevoir les choses plus au niveau du sensible que nécessairement au niveau intellectuel. Constituée depuis 1982 grâce à des acquisitions, des dons et des dépôts d'autres musées, les collections de l'Institut rappellent le vaste patrimoine du monde arabe et l'importance de le préserver, comme avec ses bustes sculptés réchappés de la cité antique de Palmyre en Syrie. Cette idée de protéger le patrimoine, notamment dans des zones qui, dans le monde arabe, font l'objet de conflits importants actuellement, c'est aussi une façon, de sensibiliser le plus vaste public sur les patrimoines qui existent au niveau local, et c'est aussi une manière de les conserver. Préserver, partager, éveiller, des devises pour ce musée qui résume bien la vocation de l'Institut tout entier, tisser des liens culturels entre Occident et monde arabe. Avec sa maison de joaillerie Yves Deloy, Claire, sa fondatrice, revient sur son parcours créatif au service de bijoux ultra structurés. C'est marrant parce que c'est vraiment cette pierre qui est hyper poreuse. Quand tu l'humidifies, ça réveille complètement le pigment. Réveiller l'éclat des pierres, c'est ce que s'attache à faire la joaillière Claire Deloy-Kenardel dans ses créations. Inspirée par la géométrie des lignes, cette autodidacte inconditionnelle du mouvement Art déco mélange et structure pierres dures, pierres précieuses et pierres rares, notamment la tourmaline qui a de toute évidence sa préférence. La tourmaline a ce petit quelque chose de plus complexe, de plus mystérieux. Je ne sais pas s'il y a une couleur qui n'existe pas en tourmaline. Et ça, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant d'avoir sur une même pierre une gamme chromatique aussi folle, quoi. La nature crée un véritable tableau, quoi. J'aime bien cette confrontation entre la tourmaline qui est, entre guillemets, totalement imparfaite et le diamant où on cherche à tout prix sa perfection, aussi bien dans sa taille que dans sa couleur. Un jeu de contraste qu'elle aime transformer en véritable petite cité architecturale. Là, ce qui m'amuse, effectivement, dans ce bijou, c'est qu'il a des lignes très géométriques qui donnent l'idée d'un volume assez sévère. Et ça, tout ça est adouci par les diamants en taille brillant et puis la section de l'anneau qui est ronde. Visuellement, c'est hyper architectural. Je rapproche mon travail d'un dessin d'architecture. Quand j'ai le temps de me balader à Paris, je passe énormément de temps à regarder comment sont conçus les balcons, les corniches, enfin les façades globalement, et les jeux de volume et de proportion. Ce style moderne, Claire l'affirme depuis quelques années à travers différents modèles de bijoux, mais aussi au gré des demandes de ses clients. J'apprécie particulièrement là, ce bijou-là, c'est la bague maestra. On l'a imaginé à partir d'un bracelet de montre qui appartenait à mon grand-père. Elle est visuellement très présente sur le doigt et en même temps, comme elle a cette mobilité dans le corps de bague,
Elle est hyper agréable à porter. Un souci du confort et du détail auquel la créatrice tient tout particulièrement. J'attache beaucoup d'importance à ce que le bijou soit beau sous chaque angle, ceux visibles et aussi ceux invisibles. Pourquoi est-ce que ça doit être beau à l'intérieur ? Parce que plus un bijou est ajouré joliment, enfin, avec un fini de poli qui est de qualité, plus le métal renvoie la lumière de partout. Et pour cela, Claire Deloy fait appel aux compétences de Lionel et de son atelier d'excellence tenu confidentiel. Par rapport au modèle précédent, on a un peu élargi les goupilles, ce qui fait qu'on peut retrouver cet effet de mobilité tout en garantissant que les pierres soient au maximum rapprochées et pour qu'au doigt ensuite on ait le confort idéal. Super belle, je suis hyper contente. Avec Claire, on a un rapport particulier qu'on n'a pas avec les grandes maisons d'Aplas Vendôme, c'est qu'on a pu créer une proximité avec Claire. Et c'est vrai qu'à l'atelier, les joailliers sont assez enthousiastes de travailler sur des nouveaux projets de Claire parce qu'on a tout le temps des pierres différentes, une géométrie différente. Ça sort des codes de la joaillerie classique. Effectivement, c'est un atelier qui a un savoir-faire exceptionnel. Et c'est aussi des personnalités, chacun dans leur domaine de compétences, avec qui je peux échanger. Ce qui est en fait pour moi extrêmement précieux, aussi parce que je suis autodidacte dans ce milieu. Ils savent où je veux aller et ils sont aussi capables de me conseiller par rapport à ce qui fait la singularité de mes bijoux. Une collaboration vivante et précieuse qui devrait continuer encore longtemps à faire des étincelles. Bonjour Claire. Bonjour Katerina. Claire, votre nom de maison, c'est Yves Deloy, en hommage à votre grand-père qui vous a initié aux belles choses. Exactement. Plus généralement à ma famille Deloy, à ma mère, à mon grand-père et à mes oncles. Effectivement, le savoir-faire, le bienfait, je pense, était au cœur, et puis surtout les jolies choses étaient au cœur de leur intérêt. Alors, vous avez fait des études d'expert en art moderne et ensuite Oui. vous avez travaillé comme acheteuse et directrice artistique à la boutique du Musée des Arts Déco. Exactement. Les belles choses, en fait, vous ne vous en jamais quitté réellement. Oui. Ce que j'adorais dans mon travail, c'était effectivement d'être véritablement au carrefour entre les expositions, les commissaires d'expo, et puis, à côté de ça, de faire émerger des designers, des créateurs, des savoir-faire connus, méconnus. Alors, quand on a un job aussi passionnant, comment ça s'est fait que vous avez tout bazardé pour se lancer dans les bijoux ? Il me manquait, effectivement, de m'exprimer dans un domaine créatif. Pourquoi les bijoux ? Je pense que c'est parce qu'en fait, je voyais le bijou dans ce qu'il a d'architectural, de fonctionnel, de minutieux, avec un savoir-faire exceptionnel qui est celui que l'on a la chance d'avoir à Paris. Alors ça, c'est sûr. Le beau, le bienfait, la technicité, l'innovation, c'est des choses qui m'intriguaient, auxquelles j'avais envie de toucher. Et connaissant votre parcours, justement, les inspirations de l'architecture moderne, du design, sont très logiques. Ouais. Parce qu'un bijou, en fin de compte, c'est une micro-architecture. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai à cœur de ne pas ajouter d'éléments qui ne vont pas et servir l'esthétique et servir la fonction. Je ne sais pas si ça peut être comme un architecte qui effectivement dessine une maison, mais en tous les cas, la première contrainte, je peux appeler ça une contrainte, c'est la pierre. C'est la pierre avec effectivement sa forme, ses dimensions, sa culasse. Et contrairement à d'autres bijoutiers, chez vous, le bijou s'axe autour de la pierre. Et pas le contraire. Oui, exactement. Je pense que le point de départ, ça a été le jour où j'ai acheté la première tourmaline, qui était une tourmaline indigo, qui est une pierre assez complexe, très peu utilisée en joaillerie, alors que pourtant elle a les propriétés d'une pierre précieuse, véritablement. Elle est très intéressante parce que, étant taillée comme ça en baguette, la lumière joue d'une façon assez intéressante. Par exemple, celle que je porte, effectivement, si je la vois avec une lumière zénitale
elle est très bleue, intense, marine, indigo. Et si je la regarde comme ça, elle est noire. C'est un bain d'huile. Alors, ce qui est aussi caractéristique pour vous, vous avez décidé d'emblée de ne pas faire des bijoux de fantaisie. Vous aurez pu le faire, mais vous utilisez l'or véritable 18 carats, vous utilisez des vraies gemmes. Ça, c'est un vrai choix, parce que c'est aussi un investissement de départ. Oui, l'or, c'était évident, en fait. C'était pas tant, parce qu'en plus, au départ, je n'étais pas forcément portée vers les gemmes et vers les pierres précieuses, alors qu'en fait, aujourd'hui, elles sont partout dans mes bijoux. Et justement, ça m'amuse de mélanger même des pierres qui sont des pierres dures avec des pierres précieuses, etc. Donc, j'aime beaucoup, à chaque fois, cette contrainte qui m'oblige à aller imaginer autre chose. Alors, les contraintes, vous les aimez de toute façon. Et les contraintes, vous les avez de part du choix de vos pierres, de vos clients, du budget, de plein de choses. Exactement. Ce qui est amusant, c'est la manière avec laquelle le client, en fait, m'amène précisément vers mon style. Un bijou, c'est un vecteur d'émotion, forcément. Ça se transmet. S'il y avait une seule que vous devez choisir, ça serait quel modèle? Je n'ai pas, à vrai dire, un modèle. Pour moi, surtout, la joaillerie est vivante. C'est-à-dire, c'est là, maintenant, et puis ça ne doit pas dormir dans un coffre. Merci Claire. Merci Katharina. Pas de chichi ni de froufrou, aujourd'hui c'est tendance zéro superflue avec la mode minimaliste. On a décrypté son histoire dans En Mode. C'est une mode cérébrale et intellectuelle, celle de l'épure, du monochrome et de la déconstruction. On parle du minimalisme. Son mot d'ordre, qui peut le plus, peut le moins. Et derrière, c'est tout un concept qui prend racine dans le design et l'art contemporain. Dans les années 60, l'artiste Donald Judd définit le minimalisme comme l'expression la plus simple d'une pensée complexe. Dans la mode, il émerge 20 ans plus tard, porté par une nouvelle génération de créateurs japonais qui dépouillent le vêtement à l'extrême. Le principe, libérer la silhouette de ses ornements superflus dans une démarche de soustraction pour se concentrer sur la forme, sur la matière et sur le corps. Issey Miyake est l'un des premiers à amener le concept en France. Son vêtement est souple et affranchi de toute contrainte et son plissé savant permet de l'adapter à chacun. Une technique devenue mythique que la maison utilise encore aujourd'hui. Chez Yohji Yamamoto, le minimalisme est affaire de déconstruction. Le créateur ne garde du vêtement que ses éléments essentiels qu'il découpe et réassemble à l'envi pour créer de nouvelles formes. Dans les années 90, le courant s'oppose à la surenchère des décennies précédentes. Alors qu'on glorifie créateurs et mannequins, Martin Margiela cache les visages, y compris le sien, et efface son nom des étiquettes. Ces collections Hermès deviennent la quintessence d'un luxe simple et dépouillé qui imprègne définitivement l'imaginaire de la mode, comme ici chez Ed Miner. Désormais, le luxe, c'est le beige, la souplesse et un vestiaire pragmatique. Une mode portée par Helmut Lang qui fait défiler des gens normaux dans des vêtements normaux, mais aussi par Jil Sander et l'américain Calvin Klein, dont les robes épurées ont marqué les années 90. En 2021, Alexandre Mathieusi s'en inspire pour son défilé Ami. Le podium est neutre, les silhouettes monochromes, le cuir et les cheveux mouillés brillent sous les flashs. Chez Courrèges, les mannequins avancent sur fond blanc. Les vêtements sont fendus et les épaules à l'air libre. Tout est dans l'attitude et dans l'économie des formes. Car le minimalisme, c'est avant tout une mode sensuelle qui sait s'effacer
pour laisser vivre le corps. Dans le geste, zoom sur le savoir-faire de Lucie Touré, qui transforme le papier en véritable œuvre d'art brodée. J'ai toujours aimé détourner des matières de leurs usages habituels. Mais le point de départ, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a du papier autour de nous sous tout un tas de formes. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? À cette question, Lucie Touré pourrait bien avoir quelques réponses. Dans son atelier parisien, le papier est partout. Sur ses portants d'échantillons, comme dans ses cadres. Et même sur ses vêtements. Après des études de broderie et de design textile, la jeune femme a fait ses preuves dans les ateliers de haute couture avant d'ouvrir son studio avec une volonté, rendre au papier toutes ses lettres de noblesse. Je trouve que le papier peut à la fois être très ordinaire et avoir quasiment aucune valeur, tout comme il peut, dans certains cas, être un matériau rare et assez précieux. En l'associant à des techniques artisanales, l'idée c'est de produire des choses toujours plus précieuses et de valoriser la matière. Valoriser la matière en sélectionnant les plus beaux papiers à la fibre et au gramme près et en lui apportant parfois une petite touche de couleur ou de lumière. L'objectif est de réussir à donner un effet doré, métallisé au papier qu'on ne peut pas obtenir simplement en le teintant. C'est d'avoir des retours de lumière après, selon l'orientation qu'aura le papier dans l'échantillon final. C'est un matériau aussi qui se découpe assez facilement. Donc ça permet d'obtenir vraiment des finesses et des détails dans les découpes de ce que je fais que je ne pourrais pas forcément obtenir avec un textile ou avec du cuir ou du bois. La découpe, c'est un peu le petit secret de Lucie. Elle développe ses petites formes régulières à l'ordinateur, choisit leurs nuances et leur taille au dixième de millimètre près, et c'est une machine qui fait le reste. Elle dispose alors de centaines de petites pièces à assembler. J'aime bien travailler la grille et la répétition. Donc j'aime bien partir de modules qui vont vraiment venir se répéter à l'infini et avec plusieurs niveaux de lecture. Et du coup, ces niveaux de lecture vont, par exemple, de loin, donner l'impression d'un motif et en s'approchant de la pièce, découvrir tout un travail de broderie qui va être beaucoup plus fin et beaucoup plus délicat. Une délicatesse empruntée au monde de la haute couture et une souplesse de cette matière mouvance grâce à de petits anneaux de laiton, eux aussi hérités d'un autre univers artisanal. Le montage d'anneaux, c'est des techniques qui sont utilisées en bijouterie pour assembler les différents éléments, notamment la chaîne, les fermoirs. Et là, moi, j'utilise cette technique pour venir assembler tous mes petits modules de papier. Et donc, à chaque fois, je viens ouvrir mes petits anneaux en laiton, les enfiler dans les éléments, puis les refermer. Depuis 2018, avec ses créations raffinées, l'atelier de Lucie Touré s'applique à conquérir l'univers du luxe. Et ce dernier est séduit. Depuis plusieurs mois, la jeune femme et ses collaboratrices confectionnent quelques 6500 parures pour les parfums d'une grande maison française. Les équipes, quand elles ont découvert mon travail, elles ont tout de suite imaginé des projets possibles en lien avec certains de leurs parfums. Et j'ai eu la chance qu'elles me fassent confiance et qu'elles me donnent carte blanche sur la création de 2 parures, en livrant une interprétation assez libre de ces 2 fleurs. La fleur de cerisier et ici, le muguet. Un brin de clochette en papier blanc, des perles, de l'organza pour les feuilles et un vrai travail d'orfèvre pour tout assembler. L'échelle et la délicatesse de mon travail s'adaptent assez bien à l'univers du luxe et encore plus à l'univers de la parfumerie parce qu'il y a une certaine harmonie qui se crée entre les parures et le flacon. Lucie Touré explore désormais le plexiglas et s'aventure même de nouveau du côté du tissu qu'elle plie comme un origami. Sans jamais délaisser son précieux papier, elle poursuit sa quête permanente de matériaux et techniques à détourner.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!